Voilà, merci à tous et à toutes d'être venus. Moi, je me présente à vous, je suis Chêne Christophe, référent local de la France Insoumise à Arles et organisateur du Peuple Insoumis arlésien. Groupe d'action, pardon. Voilà, je vais essayer d'être bref pour laisser un maximum de place à notre député Carlos Martins Bilongo et à Katia Yacoubi. Donc, Katia Yacoubi, je pense que vous devez tous la connaître, membre du Parlement de l'Union Populaire, de la NUPS, co-autrice du livret des quartiers populaires Arles, du quartier populaire de l'Avenir en commun, présidente de l'association Adelphicité. Vous avez la vice-présidente qui est là et j'ai moi-même l'honneur d'être le trésorier. Et autrice du livre Les patates chaudes. Je ne sais pas si tu as dû oublier d'en amener, ça aurait été bien d'en avoir un peu. Je crois que j'en ai amené un. Voilà, nous vous demandons juste que les questions, parce qu'après on fera un temps de questions-réponses, que les questions ne soient pas trop longues. On va essayer de respecter la parité, je pense que ça devrait se faire, afin que un maximum de gens puissent poser leurs questions. Alors, les migrants de demain, vous, nous, car cela n'arrive pas qu'aux autres. Sur ce point, Katia Yacoubi, qui est assistante sociale dans l'un des arrondissements les plus pauvres d'Europe, va nous faire l'honneur de casser les préjugés qui ont la vie dure sur le traitement des migrants en France. Elle parlera aussi, je l'espère, de son travail de lutte contre la pauvreté en France et de son livre. Merci à elle d'être ce soir parmi nous et je lui laisse la parole. Merci. C'est mieux comme ça. Ça fonctionne? Ouais. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Oui, je suis travailleuse sociale à Marseille, dans les arrondissements les plus pauvres d'Europe. C'est les 2 et 3e arrondissements qui sont concernés sur Marseille. C'est là où nous avons le député Manuel Bompard. Alors, moi, je travaille dans une association qui s'appelle Sarah Logisol. Je travaille dans un service. Sarah Logisol a plusieurs pôles. Il y a le pôle urgence, santé, précarité. Généralement, c'est des personnes qui sont à la rue. On s'occupe donc des personnes qui sont à la rue. On a un service, par exemple, qui est le 115. Le 115 est géré par Sarah Logisol. Le 115, c'est un dispositif départemental. On a le pôle accueil et insertion, c'est là où j'exerce mon métier. Il y a des services comme le service RSA. Et c'est le public que j'accompagne dans le cadre donc, du dispositif RSA. Et c'est pourquoi aussi j'ai écrit ce livre, donc Les patates chaudes, où je défends une 3e voie entre le RSA et l'AAH. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce livre-là. On en parle quand vous voulez, une autre fois si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, on a un sujet, on va s'y tenir, c'est les migrants, les réfugiés, et notamment les demandeurs d'asile aussi, qui sont notre public dans le cadre de l'association dans laquelle je travaille. Alors, durant cette réunion, donc, j'évoquerai le pôle asile. Le pôle asile qui accompagne justement donc, les réfugiés, les demandeurs d'asile. Mais aussi le pôle enfance. Sachez que nous, dans notre association, on accompagne les MNA, c'est-à-dire les mineurs non accompagnés. Alors, je vais commencer par ce dernier, les MNA. Je vais commencer par vous parler de l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est ratifiée par la France en 1990, et donc je vais vous lire, qui dispose que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'État. En France, la loi prévoit justement la protection de l'enfance, a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, d'assurer leur prise en charge. En fait, ces enfants doivent être considérés comme des mineurs en danger, au titre de l'article donc 375 du Code civil. Les réfugiés dans le monde, sachez quand même que 50% des réfugiés dans le monde sont des enfants. On a 79,5 millions de personnes qui sont considérées comme exilées. Et 50% d'entre elles sont des enfants. En Europe, les 1/3 des exilés sont des enfants. Donc vous voyez bien que, quand on parle de réfugiés, on parle surtout d'enfants au final. Et pourquoi ils quittent leur pays? C'est pas pour les allocs, hein, parce que ça c'est n'importe quoi, c'est des préjugés, notamment venus de l'extrême droite et de la droite. Les allocs, quand ils arrivent sur la terre d'exil,
Ils ne l'ont pas comme ça, c'est pas possible. C'est un vrai parcours de combattants s'ils arrivent au bout de leur démarche administrative pour avoir justement au moins droit au RSA, et c'est là que j'exerce et que j'arrive à accompagner ces personnes. Mais avant cela, je vais vous le raconter le avant cela, ce qui arrive. Donc, ce sont des jeunes qui étaient en danger dans leur pays, qui sont partis à cause d'une guerre ou de conflits géopolitiques. Et c'est surtout pour fuir des persécutions. C'est surtout pour ça. Et quand vous allez écouter si vous arrivez à écouter jusqu'au bout leur témoignage, ça fait froid dans le dos, vraiment. Parce qu'ils ne fuient pas leur pays pour rien, en fait, j'ai envie de vous dire. Il y a de vraies raisons derrière. Donc, c'est des raisons qui sont multiples et multiformes, des raisons qui sont de l'ordre économique, qui sont de l'ordre politique, éducationnel, diplomatique, institutionnel, peu importe. Ce sont des jeunes qui ont voyagé tout seuls, sans famille, qui sont partis de leurs propres moyens et qui ont traversé le Sahara, l'Afrique subsaharienne, l'Afghanistan, le Bangladesh, qui ont traversé la mer. Et combien de morts en mer? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est des personnes qui risquent leur vie. Ils sont qualifiés de mineurs non accompagnés parce qu'ils ont moins de 18 ans et qu'ils ne sont pas accompagnés de leur mère, de leur père ou ni d'aucun adulte qui est mandaté justement pour les représenter. Donc quand ils arrivent, qui a la charge de ces personnes? C'est le département des mineurs. C'est le département qui organise et met en place justement une politique d'accueil d'urgence. Le département du 13, il faut avoir quand même, j'ai envie de vous dire, l'envie de faire une politique aussi, hein, parce qu'il y a un manque aussi de vouloir mettre en place ce genre de politique d'accueil. Ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de comment on voit les migrants et comment on souhaite les intégrer dans notre société et comment on souhaite les accueillir. Entre la gauche et la droite, la vision n'est pas la même, vous imaginez bien, parce qu'il y a tous les préjugés derrière quand on est de droite ou d'extrême droite, et que je vais essayer de casser à travers ma mini-intervention ici. Donc, ils arrivent, le département est censé donc répondre à un protocole d'État sous les 5 jours, il est censé, je dis bien il est censé, d'accord? Et je vais vous dire pourquoi il n'y arrive pas, après. Donc, pour le public, on va dire, les familles, c'est-à-dire pas les MNA, les jeunes enfants, c'est l'État qui le prend en charge, d'accord? Ce n'est pas le département. Donc, ils sont accueillis dans les centres d'accueil d'orientation, les centres d'accueil des demandeurs d'asile, etc., etc. Mais ça, c'est l'État. On en reviendra plus tard. Et le département dit que lorsque ces personnes donc, sont là, sont présentes, il faut mettre vite en place un accompagnement lié à la scolarité. Parce que quand on dit vite, c'est-à-dire qu'il faut vite qu'ils sortent après être accompagnés dans le cadre de l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance, qu'ils puissent de eux-mêmes pouvoir s'occuper de leur vie. Parce que dès que vous avez 18 ans, c'est terminé, il n'y a plus d'accompagnement social. D'accord? C'est vous vous débrouillez, merci, au revoir. Donc, pour avoir déjà toutes ces démarches de fait, c'est-à-dire avoir un accompagnement social vraiment globalisé, avec une éducation derrière qui est mise en place, et tout ça, il faut d'abord faire ces démarches-là, désigner un représentant légal. Et pour cela, c'est compliqué déjà. Donc cette démarche d'avoir un représentant légal, c'est compliqué parce que c'est le juge des tutelles qui doit être saisi. Et en général, la tutelle des MNA est différée à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, mais cette démarche peut être très longue. Donc vous voyez, le premier frein pour avoir justement rien que le droit de faire une demande de titre de séjour ou accéder à un accompagnement sur la scolarité, déjà il y a ce frein administratif-là, trouver un représentant légal. Donc oui, bien sûr, en cas de besoin et d'urgence, le juge des enfants peut autoriser l'ASE à accomplir certaines formalités de manière exceptionnelle, mais ça reste encore de l'exceptionnel. Donc voilà. Donc
pour revenir au CD13, j'ai vu un camarade là faire un peu, je crois que c'est vous, qui a un peu regardé, ben oui, le CD13, ben oui, le CD13 ne fait pas son travail, et d'ailleurs la justice a ordonné au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge les mineurs isolés parce qu'ils ne le faisaient pas. Et vous savez comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'en fait les MNA, avec l'aide d'associations, de plusieurs associations comme Médecins du Monde ou la CIMAD, ont épinglé donc le CD13 parce qu'ils ont fait une manifestation devant la mairie de Marseille. Ils se sont fait entendre, ils ont saisi la justice et elles ont reproché au conseil départemental justement de se cacher derrière le manque de moyens. Oui, mais j'ai pas les moyens pour mieux accueillir ces personnes, etc., etc. Alors que c'était en pleine période de Covid, hein, vous imaginez bien. La Chambre régionale, elle, des comptes, pareil. Elle a décortiqué la politique de Madame Vassal du conseil départemental. Elle l'a décortiqué. Et qu'est-ce qui est dit? C'est clair et net. Hein. C'est largement défaillant. Voilà. Donc sa politique en charge des jeunes migrants est jugée largement défaillante. Donc les connaisseurs du sujet, comme vous, militants peut-être, ou comme nous, travailleurs sociaux, on n'est pas surpris, on n'est même pas étonnés parce qu'on connaît la réalité terrain. Quand on voit les squats qui sont justement, où il y a plein de jeunes gens qui sont laissés complètement à l'abandon, en errance complète dans les rues, on le voit qu'il y a une défaillance quelque part. Bon, le conseil départemental n'a jamais réussi à prendre en charge tous les jeunes mineurs étrangers. On a des chiffres grâce à la Chambre régionale des comptes. Ils doivent attendre généralement 71 jours pour pouvoir accéder, ne serait-ce qu'à une nuitée d'hôtel. 71 jours. Donc, vous voyez le temps qu'on perd déjà. Hein. Vous imaginez, après ils arrivent, regardez ce qui leur arrive. Et puis, alors que normalement c'était sous les 14 jours qu'ils devaient être pris en charge. Donc beaucoup repartent à la rue, après avoir sollicité l'aide du département. Les chiffres ne manquent pas. En 2019, 743 jeunes signalés, seuls 35 auront été mis à l'abri, sur 743. Et quand ils sont mis à l'abri, s'ils ont la chance d'être mis à l'abri, ben en fait l'attente n'est pas finie pour ces jeunes. Parce que c'est précaire, ce sont des logements précaires. Et l'accompagnement qui est sollicité, qui doit répondre à la loi pour avoir vraiment un sentiment d'être bien accompagné, pour espérer au mieux une intégration dans le pays, tarde à venir parce que là aussi les chiffres sont cruels. Hein, dans les Bouches-du-Rhône en 2018, un mineur non accompagné aura attendu en moyenne 119 jours supplémentaires pour obtenir une place pérenne. Donc vous voyez, et encore, on attend. Alors le conseil départemental, qu'est-ce qu'il dit? J'ai cassé un préjugé. Ouais, mais ils ne sont pas tous mineurs, c'est pas vrai. Hein? Ben oui, c'est des adultes. Ben, comme si les adultes, vous imaginez la vision qu'ils ont de l'accueil. Hein? Déjà, les adultes, on devrait mieux les accompagner normalement. Même les adultes, les familles. Mais les enfants, encore, ça devrait être quand même une obligation. La loi le dit. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ben voilà, les chiffres. Ben, moi, je regarde les chiffres, et même si ce n'était pas le cas, je vous ai dit, on reste humain. Nous, les humains, adultes, enfants, normalement, on accueille, peu importe l'âge de la personne. Surtout quand on connaît leur parcours pour en arriver là. Mais les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est 68% des jeunes ont été reconnus mineurs en 2019. Donc là, même les chiffres ne mentent pas. Mais bon, donc qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se pratique de manière humaine? Les tests osseux. Hein, ça vous parle ça, les tests osseux? Déjà, c'est inhumain. Hein. Eh bien, sachez que même cette méthode est jugée peu fiable des scientifiques parce que y a une différence d'âge entre, enfin, il y a une différence qui comporterait donc une marge d'erreur entre 2 et 4 ans. Donc déjà, même la méthode elle-même, elle est contredite par les scientifiques eux-mêmes. Comment on sait quand les personnes sont mineures ou pas? Normalement, on devrait regarder d'abord les documents administratifs. Les juges n'attendent même pas de regarder la véracité des documents, parce que quand ils arrivent, ils ont des documents avec eux. Hein. Ils pratiquent déjà les tests osseux. Bon, il y a une loi quand même du 7 février 2022 qui reconnaît le droit à la prise en charge pour l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, des majeurs de moins de 21 ans qui ne bénéficient pas de ressources et de soutien suffisants lorsqu'ils sont confiés à l'ASE, avant leur majorité. Parce que, suite à ce que je viens de vous dire, c'est que beaucoup de parcours de MNA
avant leurs 18 ans, on n'arrive pas à le mettre en place correctement pour qu'ils puissent justement à 18 ans sortir du dispositif là, ASE de manière tranquille. C'est bon, ils ont un logement, ils ont une formation, ils ont un emploi, ils ont un travail. Non, la plupart du temps, tellement qu'il y a un retard administratif, ce que je viens de vous expliquer, eh ben on n'arrive pas au bout, et quand ils ont 18 ans, au revoir, merci. Et rien n'a été fait correctement en termes d'accueil. Donc, il y a cette loi qui dit, bon, on a jusqu'à 21 ans pour un peu se rattraper. Ok. En fait, cette loi sert à garantir la fin, comme ils appellent, la fin des sorties sèches de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire faire en sorte que plus aucun jeune ne sorte de l'aide sociale à l'enfance sans solution. Ça, c'est du papier, hein. C'est écrit. C'est février 2022. On verra ce que ça donne sur le terrain, mais entre ce qu'on écrit et ce qui se passe, il y a un grand fossé. Bon, pour les adultes maintenant. Bon, je vais parler de la Convention de Genève, qui stipule dans son article 14 que devant la persécution, dont je vous parlais tout à l'heure, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Nous, l'association Sarah Logisol, on fait ça depuis les années 90. On essaie de mettre en place des dispositifs d'accueil avec toute l'humanité nécessaire, avec les moyens qu'on nous donne. Depuis 2016, sachez que nous, dans notre pôle asile à Sarah Logisol, on a vu sa mutation s'accélérer au regard de ce qui se passe en termes de situation géopolitique aujourd'hui, qui s'est complètement emballée, vous imaginez bien, parce que on a des équipes aujourd'hui qui sont mobilisées pour faire face à l'afflux de personnes. Imaginez, là mes collègues à côté vont vous parler, on parle de guerre, on parle de tout ça, les guerres déjà ne sont pas arrêtées, ça continue même en Europe là aujourd'hui. Mais demain ça sera quoi? Ce sera justement les réfugiés climatiques, là on fera quoi? Ce sera des millions et des millions de personnes qui ne pourront plus vivre là où ils sont et qui devront se déplacer, on fera quoi? Parce qu'on ne fait rien devant justement la crise climatique. Donc nous, on accueille, on héberge, on accompagne les publics, on a des travailleurs sociaux, on a une équipe qui est quand même assez rodée pour essayer de faire face avec les peu de moyens qu'ils ont. Donc on fait de l'accompagnement administratif, on fait ce qu'on peut, on travaille avec le dispositif national d'accueil qui est piloté par l'OFI, vous savez, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI, c'est eux qui nous orientent ce public-là, que nous accompagnons. Je vais casser là un autre préjugé. Les migrants auraient, dès qu'ils arrivent, une carte bancaire créditée à 641 € par mois. Vous l'avez entendu ça? Oh non, vous l'avez entendu. Faux. Déjà, ils ne peuvent pas travailler. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont une carte de retrait, pas une carte bancaire, qui n'est pas de 641 € par mois. Elle est là juste pour pouvoir se nourrir en fait, tout simplement parce qu'elle est de 6,80 € par jour. Et si elle est complétée, si c'est une famille, par 3,40 € par jour pour chaque personne supplémentaire. Et si jamais ils n'ont pas de logement, s'ils n'ont pas de logement, ils vivent dehors, ils ont 5,40 € en plus. Vous connaissez la chambre d'hôtel, combien ça coûte? Ça ne coûte pas 5,40 €, d'accord? Donc, s'il n'y a plus de place dans le centre d'hébergement. Donc, les 641 €, c'est pas vrai, ça concernerait uniquement des familles de 5 ou 6 personnes qui vivent en foyer ou celles encore de 3 personnes qui doivent trouver un logement. Vous imaginez un peu, donc voilà. Donc, c'est complètement faux. Et il faut savoir que les migrants n'ont aucune aide, à part celle que je viens de vous citer, qui s'appelle l'ADA, l'allocation pour demandeurs d'asile. D'accord? Pour ceux qui font la demande de demande d'asile et qu'ils ont réussi à la faire. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, s'ils ont réussi à la faire. Il y en a qui n'arrivent pas à faire la demande. Par exemple, les Dublinés. Vous avez dû entendre parler de ce que c'est les Dublinés. C'est-à-dire, quand vous arrivez dans une terre d'accueil, on vous prend vos empreintes digitales. Et si, par exemple, le premier pays que vous voyez, c'est l'Italie, mais que votre demande de demandeur d'asile, elle se fait en France, eh bien, c'est pas possible. Parce qu'ils vont vous dire qu'il faut retourner en Italie, c'est là-bas où où on a pris vos empreintes, et Dublinés. Donc c'est une catastrophe, vraiment une catastrophe. Donc beaucoup n'arrivent même pas à faire cette demande-là, et ils ne vivent de rien, ils n'ont aucune aide. Voilà. Donc Sarah Logisol, si ça vous intéresse, vous allez sur le site internet, vous verrez un peu toutes nos structures. Je voulais quand même
avant de conclure, vous dire qu'il y a plusieurs définitions. Migrants, exilés, réfugiés, demandeurs d'asile, déboutés, dublinés, ce que je viens de vous dire, sans-papiers, apatrides, émigrés ou immigrés, tous ces mots n'ont pas la même définition. Migrant, par exemple, quand on entend migrant, ça a une connotation assez négative dans les médias et tout ça. Mais sachez qu'il n'existe pas de définition juridique de migrant. Par contre, selon les Nations Unies, il s'agit de toute personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus d'une année, quelles que soient les causes. Quelles que soient les causes. C'est ça un migrant. Volontaire ou involontaire. Du mouvement et quels que soient les moyens réguliers ou irréguliers utilisés pour migrer. Donc demain, on est tous migrants, on pourrait l'être. D'accord ? Voilà, donc moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en matière de migration, immigration, peu importe, la seule chose qui devrait être de bon sens en termes de politique, c'est de défendre un accueil digne. C'est tout, quoi, c'est tout. On est des êtres humains, c'est-à-dire nous donner à nous des moyens, à nous les travailleurs sociaux, des moyens pour faire correctement notre travail. Du lien qu'on pourrait faire avec ces personnes. Et nombreux sont ceux qui dénoncent justement des dysfonctionnements graves aux frontières françaises. Nous en faisons partie, nous les travailleurs sociaux, les ONG, mais aussi les partis politiques comme la France Insoumise, qui violent des droits élémentaires, qui bafouent nos engagements internationaux et qui mettent en danger l'intégrité physique et psychique de ces personnes, qui sont des êtres humains, je vous le rappelle, et des enfants pour la plupart d'entre eux. Donc il faut en venir à en finir avec toutes ces violences systématiques et permanentes faites aux migrants, qui ne produit que toujours plus de désordre social et de souffrance. Voilà moi ce que j'ai envie de vous dire. Il en va de la dignité et de la vie de milliers de personnes, dont des enfants, encore une fois je le répète, mais aussi du respect de nos valeurs, de nos principes républicains et de nous-mêmes. Nous sommes des êtres humains. Merci de votre écoute. Merci Katia. Avant de laisser la parole à Carlos Martens Bilongo, notre député de la 8e circonscription du Val d'Oise, je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui à son travail parlementaire et le remercier d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. C'est vraiment un honneur que tu nous fais. Il est vrai que ça s'est fait assez rapidement. Ah, je suis loin? Pardon, excusez-moi. C'est le manque d'habitude, vous verrez, ça va venir. C'est vrai que ça a été compliqué, ça devait se faire au départ une petite rencontre sur un café à la Canebière, puis bon, grâce au travail de tout le monde, d'ailleurs je profite pour remercier Myriam aussi qui s'est mis ensemble, Katia merci aussi, donc nous avons pu nous faire réaliser cette réunion. Voilà, oui, on devait se voir sur Marseille, effectivement, parce qu'aujourd'hui, Martins, monsieur Bilongo, est allé rencontrer les équipes de l'Océan Viking, qui, après l'Aquarius, est affrété... Non, pardon, l'Océan Viking, qui, après l'Aquarius, est affrété par SOS Méditerranée. C'est 120 marins sauveteurs de 17 nationalités différentes qui œuvrent pour agir à la tragédie des naufrages en répétition en Méditerranée. Et la tragédie, c'est le cimetière que devient notre mer. Je me permets de rappeler les faits qui ont eu lieu il y a un mois à l'Assemblée nationale. Carlos, tu avais abordé le sujet de la répartition et de l'accueil des migrants qui naviguaient au large des côtes italiennes sur l'Océan Viking. Tu as été interrompu par un propos à caractère raciste de Grégoire de Fournas, député Rassemblement National. Qu'il retourne en Afrique. Impossible de te recevoir sans parler de ce fait indigne de notre République. Le racisme et la haine n'ont pas la place dans notre assemblée et au sein de notre nation. Et je rajouterai qu'il n'a pas la place non plus au sein de notre ville. Martins Carlos Bilongo, tu es là où tu dois être, tu es à ta place. Tu es là où nous souhaitons tous et toutes que tu sois. Ton humanisme s'exprime aussi par ton travail infatigable, notamment avec ta proposition de loi visant à autoriser la restitution par la France des crânes algériens, ainsi que 27 propositions de loi que tu as co-signées depuis le début de ton mandat. Carlos, ton travail montre ta conception du monde de façon globale et humaniste. Tu es membre du collectif du Triangle de Gonesse, une plateforme qui regroupe plusieurs associations engagées pour l'écologie. Ces associations luttent depuis plusieurs années pour sauver les terres agricoles fertiles au nord de Paris. Et arrêtez de dire qu'on n'est pas concerné par le nord de Paris. C'est notre agriculture. Je vous ai entendu.
C'est pour cela qu'il nous est apparu naturel de t'accueillir afin que des ponts entre le monde d'aujourd'hui et celui qui nous attend demain soient bâtis. Nous le savons tous plus ou moins. La Camargue est menacée, mais cela reste un sujet que je qualifierais de tabou. Météo France a qualifié cet été de tous les extrêmes. Il se classe au deuxième rang des plus chauds observés en France depuis le début du XXe siècle. Nous n'avons pas été épargnés. Je ne vous ferai pas la blague de la tente sur mon jardin, car j'ai dormi à la Belle Étoile pendant 2 mois. Ça m'a été demandé de le faire, mais je vous épargne ça. D'autant que la Méditerranée est aujourd'hui une des régions du monde les plus touchées par le réchauffement climatique, et la Camargue aussi nommée dans le dernier rapport du GIEC. On sait tous que la mer Méditerranée se réchauffe plus vite que toutes les mers du monde. Je ne veux pas être pessimiste, mais les projections du GIEC se sont toutes révélées exactes depuis 1988. La rapidité du réchauffement climatique est un défi pour toutes et tous. Les exploitations agricoles de la région, et certaines comme en Camargue, n'auront peut-être pas le temps de s'adapter au bouleversement. Les experts se basent aussi sur une montée des eaux actuelle de 3,6 mm par an environ, avec les températures que nous connaissons actuellement. Les experts tablent sur une montée des températures de 3 à 4 degrés en moyenne en 2100. Dans ce cas de figure, la Camargue serait totalement rayée de la carte de France. La Camargue, qui s'étend sur 150 000 hectares sur un triangle entre Port-Camargue, Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône, pourrait donc être complètement engloutie. Et on voit déjà les habitants des Saintes-Maries de la Mer tirer la sonnette d'alarme. La grande source d'inquiétude ne vient pas des projections climatiques, mais de notre incapacité pour le moment à prédire des choix collectifs. Alors, retroussons-nous toutes et toutes les manches, car pour citer un livre de Daniel Pénac, eux c'est nous, et son acrostiche sur les mots réfugiés. Alors, R comme réfugié, et dans réfugié, il y a refuge. Ce nid sécure qu'on cherche en tout cas de danger. E comme étranger, et on était et sera forcément un jour étranger pour un autre que soi. F comme frontière, car les frontières construites par l'humain, dans son histoire, a séparé et fait souffrir les peuples entiers. U comme urgence, quelle que soit la raison, il faut qu'elle soit urgente pour risquer sa vie en mer. G comme guerre, car malheureusement, le premier fléau, et nous passons toutes des victimes de cette abomination. I comme immigration, et n'oublions jamais d'où l'on vient. Italien, grec, portugais, espagnol, maghrébin. E comme économie, qui doit permettre aujourd'hui un partage des richesses équitable. Et j'en profite pour vous inviter à récupérer des tracts sur la vie chère que nous avons mis devant. Et je finirai par la lettre S, S de solidarité. Sans une chaîne humaine solide, sommes-nous en capacité de résister à ce qui nous attend? Telle est la question. Je vous remercie et je laisse la parole de suite à M. Mileno. Bonsoir à tous et à tous. Merci Christopher pour ces Je t'en prie. mots. Christophe. C'est bien, c'est bien. Christophe. Et merci à Katia. Donc, je suis très heureux d'être ici présent. Ça s'est fait, comme tu l'as dit, sur la précipitation, mais être ici présent à Arles et dans les Bouches-du-Rhône et dans le Sud, pour nous, députés de la France Insoumise, c'est un fait important. Nous rentrons en campagne partout en France. Nous avons commencé depuis la marche du 16 octobre, qui a réuni 140 000 personnes à Paris. Nous avons eu cette volonté directement d'être sur le terrain auprès de vous, auprès des militants. Et c'est vraiment avec une joie que je suis en face de vous. J'aimerais après pouvoir avoir des échanges avec vous informels et connaître chacun de vous, vos prénoms, connaître vos histoires, et pour qu'on puisse ensuite les prendre en main, vos histoires, et encore mieux vous défendre à l'Assemblée nationale. Car le combat se passe à l'Assemblée nationale et dans la rue. Comme l'ont évoqué Christophe et Katia, ici à Arles, le sujet important est un sujet qui est lié au climat. Les questions écologiques sont parfois balayées d'un revers de la main par certaines personnes. Pas par la France Insoumise. Pas par les signataires de l'accord de la NUP. Les questions écologiques ont des enjeux cruciaux pour aujourd'hui et pour demain. Et quand on parle de demain, on parle de 2030.
Vous savez, il y a un enfant de 15 ans dans la salle. Vous avez des enfants, des petits-enfants. Vous êtes encore en âge de vivre 10 à 15 à 20 ans. Et quelle société nous voulons construire? Et quelle société aujourd'hui le gouvernement en place nous propose? Il n'y a aucune planification. Quand on vous parle du rapport du GIEC, on dit que d'ici à 2030, sur la Camargue, on aura de gros orages. Les choses sont déjà étudiées, les questions météorologiques. Que fait-on pour anticiper? La sobriété énergétique, prendre le vélo, éteindre le chauffage, diminuer le chauffage, éteindre l'électricité, moins prendre son véhicule. On le fait tous les jours. Beaucoup de Français ont pris à bras le corps ce sujet. Mais dès lors où, sur les grands enjeux, les grandes questions d'émissions de gaz à effet de serre, dès lors où le gouvernement n'est pas au rendez-vous, eh bien, ça crée un dérèglement climatique qui a un impact sur la Camargue et sur Arles. Quand Christophe parle du triangle de Gonesse, il faut savoir que les terres agricoles sont aussi un million de fraîcheur. Quand on parle de S et de solidarité, c'est dès lors où je pollue en Amérique du Sud, en Amazonie, je fais de la déforestation, la répercussion se passe dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord. Mais dans le monde néocapitaliste, à la recherche du profit, où l'humain n'est plus au centre, à ce moment-là, on oublie cette solidarité. On est dans une recherche du profit au jour le jour. C'est cette volonté politique que nous combattons tous les jours. C'est cette volonté politique que nous combattons grâce à vous et avec vous. Et si nous sommes sur le terrain 2-3 mois après avoir été élus, c'est que nous sommes conscients des enjeux climatiques et des enjeux sociaux. Il y a la campagne contre la vie chère, mais la question écologique est vraiment centrale. On a eu le sujet, comme l'a évoqué Christophe, au mois de novembre, le 3 novembre à l'Assemblée nationale. Les crises migratoires vont continuer. Elles sont dues aux guerres, aux questions économiques et aux questions climatiques. D'ici à 2050, il y aura 21 millions de personnes qui se déplaceront par rapport aux questions écologiques. Le réchauffement climatique, c'est la fonte des glaces. La fonte des glaces, l'océan arrive sur les océans, la mer Méditerranée, montée des eaux. Et toutes ces villes ou ces régions qui seront sujets à des inondations créeront un désordre au niveau agricole. Est-ce que va subir la Camargue? D'autres régions l'ont déjà vécu. Vous savez, au Pakistan, il y a des inondations au mois d'août qui ont vu se déplacer 3 millions de personnes d'une région à une autre, toujours dans le même pays, mais ils sont arrivés vers le centre de l'Asie. À ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore de l'eau et les terres agricoles ne sont plus exploitables dans ces régions. J'ai été dernièrement à la COP27 en Égypte. J'ai discuté avec des habitants de certains villages, des maires de communes du Maghreb, c'est du Maroc, de Mauritanie, où on m'explique qu'auparavant, ils faisaient des forages et à cause du stress hydrique, il y a 10 ans, les puits, ils avaient à faire un forage à 15 mètres pour avoir de l'eau. Aujourd'hui, le forage, à 100 mètres, ils n'ont pas d'eau. C'est des régions tout entières où des populations ont fondé une économie sur les questions agricoles. Dès lors où ces personnes vont se déplacer parce que, économiquement, ces personnes ne s'y retrouvent plus, c'est leur métier. Le grand-père était paysan, le petit-fils est paysan,
Et aujourd'hui, les terres ne sont plus exploitables. Va-t-on reprocher à ces personnes de se déplacer vers la côte, par exemple, parce qu'au niveau des côtes, il y a encore accès à l'eau, ou plus loin, ces personnes vont devoir aller vers le nord. Et dès lors où on vient vers le nord, soit on passe par des circuits qui sont dangereux. Il faut savoir que ces personnes qui prennent la mer, avant d'arriver sur le bateau de Sun Viking, certains ont déjà perdu la vie. Avant de monter sur des pirogues de fortune, certains sont enfermés en Libye, subissent des sévices. Certaines femmes subissent des sévices sexuels. On a des femmes qui arrivent enceintes, ensuite dans le bateau, et après avoir rencontré un psy, une fois qu'elles mettent un pied à la terre, parce qu'il n'y a pas de psy dans le bateau. J'ai posé la question ce matin. Elles expliquent qu'elles se sont fait violer en Libye pendant plusieurs semaines, et elles arrivent enceintes. Ensuite, une fois qu'un bateau a pu les secourir, une fois qu'elles arrivent à bon port, sur un port sûr, elles accouchent et elles sont femmes seules avec un enfant issu d'un viol. Imaginez le traumatisme. Ces personnes fuient la guerre, fuient la misère, dans l'espoir d'un monde meilleur. Et dès lors où ce monde meilleur est habité ou gouverné par des dirigeants qui relancent les centrales à charbon, il faut savoir que les émissions de CO2 sont à l'origine du dérèglement climatique. Il n'y a pas de fumée sans feu. On l'a vu au Brésil avec Bolsonaro. Dès lors où il est rentré en fonction comme président, il a dit « je veux faire la déforestation ». Et même si l'Amazonie est un poumon, peu importe, je veux faire la déforestation. Mais l'Amazonie, le bassin du Congo et les forêts qui sont en Indonésie captent les émissions de CO2 de toute la planète. Et si nos dirigeants qui sont amenés à se rencontrer sur différents sujets, dans les G20 ou G7, sont guidés par une politique uniquement libérale, nous irons vers la fin de ce monde. Et c'est pour ça que le slogan que nous avions avec Jean-Luc Mélenchon, que nous portons toujours, un autre monde est possible. Et j'en ai entière conviction. À la COP27, j'ai échangé avec la ministre de l'écologie de la Belgique. J'ai échangé avec différents députés néerlandais. Et la France a un rôle à jouer. La France, à la table des négociations, si on a une ligne politique qui remet l'humain au centre et les questions écologiques au centre du débat politique, nous pouvons être un pays leader dans la transition écologique, un pays leader dans la planification écologique. Les États-Unis se défaussent. Ils ont eu la phase Trump, aujourd'hui ils ont la phase Joe Biden, et même dans la phase Joe Biden, John Kerry, qui est en charge des questions écologiques et qui était présent encore une fois à la COP, ne va pas assez vite. Quand les États-Unis relancent le gaz de schiste, quand la France prépare l'arrivée du gaz de schiste au Havre, ça va créer des conséquences graves. Et on a besoin de vous, sur le terrain en tant que militants, pour prendre ces sujets-là à bras-le-corps. À bras-le-corps, pourquoi? Moi, je le constate dans ma circonscription. Parfois, les questions écologiques, elles sont tellement loin, les gens pensent que mais non, c'est pas, j'ai aucun souci, c'est pas grave. Allons-y, continuons. Mais en fait, non. En fait, non. Et c'est là que ça rentre, on rentre dans la solidarité. Moi, quand je vais à Arles et qu'on me dit que la Camargue va disparaître, bah, j'ai mal au cœur. Même si je suis parisien, je me dis, bon, on n'est pas inquiété. Mais ça arrivera bientôt sur la Seine. Oui, ça arrivera sur la Seine. Pas au même rythme, mais à un moment donné.
Et c'est quoi être français? C'est quoi être universaliste? C'est penser pour les autres. C'est cesser d'être nombriliste. On les voit les répercussions. Aujourd'hui, la guerre est en Ukraine. Et on voit l'inflation en France. On en voit les conséquences. La vision politique mondiale agit sur le quotidien. On est d'accord là-dessus. Il y a un après. Aujourd'hui, il y a un après. Attaque de Poutine. Et certains le constatent d'une manière un peu biaisée, où on dit, bon, on justifie tout par l'Ukraine. Même certains fournisseurs en profitent. Les fournisseurs d'énergie en profitent, certains. Quand on parle de taxer les super profits et les super pollueurs, ce n'est pas... c'est juste censé. Pourquoi les profiteurs de crise ne passeront pas à la caisse? Pourquoi les pollueurs ne passeront pas à la caisse? Il faut savoir que toutes les conséquences et toutes les crises écologiques émanent d'un pollueur. On a le constat aujourd'hui en France avec M. Pouyanné, de Total. Il est dans différents projets de déforestation et il faut savoir encore une fois qu'il y a un projet ICOP en Ouganda pour faire des forages d'énergie fossile qui vont polluer. Ça déplace des populations. Parce que vous avez un village qui est habité par 10 000, 20 000, 15 000 personnes. Mais dès lors où on sait que derrière ce village on a fait des sondes, on a vu qu'il y avait du pétrole, le capitaliste, qu'est-ce qu'il va faire, le capitaliste? Le capitaliste, il est bête et méchant, brut. Lui, du moment que sur le sol, sous son sol, il y a du pétrole, il faut que ces familles-là se déplacent. Peu importe si ces familles cultivées, peu importe si elles vivaient depuis des décennies, il faut que ces familles-là se déplacent parce que lui, il veut faire du profit. Et nous, députés, on a reçu depuis le mois de septembre différents mails de jeunes Ougandais enfermés qui se sont révoltés par rapport au projet ICOP. Vous pourrez vérifier sur internet, ça s'écrit E-A-C-O-P, en Ouganda. Il y a 150 étudiants qui sont enfermés parce qu'ils se sont révoltés par rapport à ce projet. Il est là le problème du capitalisme. Mettre les intérêts financiers avant les intérêts humains. Et encore une fois, je vous rappelle, vous avez votre rôle à jouer. Dans l'Assemblée nationale, nous sommes avec les partenaires de la NUP pour former un arc et être le premier groupe d'opposition et être 150 députés. C'est important pour nous. Nous avons 640 mesures où nous sommes d'accord. Et il y a une crise politique en France. Il faut l'entendre. Le gouvernement a une majorité relative. Il essaye d'imposer sa ligne politique par 49.3. Et dernièrement, sur les questions écologiques, c'est pas moins de 10 amendements importants qui avaient été votés, unanimement dans l'Assemblée nationale. Et oui, on l'a fait. Il y a eu un vote sur les questions, par exemple, de la rénovation du réseau ferroviaire français. Il faut savoir que le réseau ferroviaire français, c'est un des réseaux ferroviaires les plus mal entretenus d'Europe. En Suisse, ils sont avancés. En Allemagne, ils investissent dans le ferroviaire. Et c'est pareil pour l'Espagne. Il y a eu une sortie médiatique du président il y a quelques jours pour dire que dans 10 métropoles, il va relancer le RER, etc., etc. Un effet d'annonce ou une vidéo Snapchat
ou Twitter. Rien de sérieux. Nous avions voté 3 milliards d'investissements pour le ferroviaire, retoqué par le 49.3. Il y a une majorité relative pour Renaissance et la Macronie. Ils ne peuvent pas gouverner. À un moment donné, ils seront devant une impasse. Et à ce moment-là, sous l'effet d'une dissolution, il agira comme il pourra, ou avec la réforme de retraite qu'il va essayer de mettre en place au mois de janvier. Il faut que le peuple se lève. Chacun dans sa région, chacun dans sa ville, chacun dans son bâtiment, chacun dans sa rue, auprès de son voisin. J'ai l'entière conviction que les personnes qui sont ici présentes sont convaincus et engagés dans le combat politique. Mais il ne faut pas cesser de convaincre et continuer à convaincre. Nous avions également voté 12 milliards pour la rénovation thermique des logements. Encore une fois, retoqué par 49.3. Et si nous sommes en campagne aujourd'hui, et au mois de janvier également, mes camarades députés feront différentes dates, c'est pour vous tenir prêts, vous le peuple. Vous le peuple avec qui nous pouvons échanger. Nous sommes face à des technocrates ou à des agents de McKinsey qui n'écoutent même pas nos retours à l'Assemblée. Ils ont une feuille de route, une marche à suivre. On ne sait pas si elle est internationale ou si elle est européenne, mais nous sommes devant des choses accablantes. Pour des projets de loi de la majorité, parfois nous tombons sur des propos ou certaines phrases qui sortent de cabinet conseil, rédigés en anglais, et on ressent la traduction française, directement, vraiment le translate. On sent que c'est un texte qui était en anglais et qui a été juste traduit et mis en français. Si on ne remet pas l'intérêt de la population au centre, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et il y a cette fâcheuse tendance en France à remettre la faute sur l'autre, remettre la faute sur l'étranger, remettre la faute sur l'immigré peut-être. Mais jusqu'à preuve du contraire, et tous les chiffres le disent, l'immigration rapporte plus à la France qu'elle en fait perdre de l'argent. Et même ce système, encore une fois néo-capitaliste, profite de l'immigration sur les différents marchés publics. J'ai interpellé dernièrement la Mimi, j'ai dit, sur les marchés publics du Grand Paris, parfois je fais volontairement l'effort de me réveiller à 4h du matin pour voir qui va sur les chantiers et qui se réveille pour prendre le train. C'est des personnes qui ont des cartes de séjour, qui n'ont même plus de carte de séjour, qui sont en situation irrégulière, mais qui travaillent tous les jours. Ils arrivent sur les chantiers à 7h du matin et quittent le chantier à 15h ou à 16h. Et bon, je me dis, je veux fouiller un peu plus. J'essaie de voir c'est quel chantier, quelle entreprise, quel donneur d'ordre, quelle maîtrise d'ouvrage, combien de sous-traitants il y a. Mais dès lors où vous êtes Bouygues, Eiffage ou autre, et vous savez que les marchés que vous signez sont au rabais et qu'il va y avoir 5 à 6 voire sous-traitants qui viennent juste après,
L'entreprise qui va venir à la fin mettre le coup de marteau, c'est le dernier sous-traitant qui ne paiera pas ses charges ni d'URSSAF. Et chaque année, il va y avoir le même patron véreux ou autre qui va fermer sa structure pour rouvrir une structure. Et à ce moment-là, c'est ces mêmes réseaux qui sont alimentés. Parce que si ces personnes-là, les travailleurs, nous demandons que les travailleurs soient régularisés, le travailleur régularisé, il va se dire, ben, je veux être payé à un montant convenable. On est d'accord. Je suis en règle, je demande un salaire convenable. Je ne suis pas en règle, je demande un salaire au rabais et j'accepte les conditions de travail qui sont déplorables. Parce que je n'ai pas le choix. Je suis en situation régulière, j'accepte tout. Et quand on accepte tout, il y a des patrons qui font du profit sur ce dos-là. Dans la région parisienne, nous, on a beaucoup ce cas aussi sur, je ne sais pas si vous l'avez ici à Arles, mais sur les chauffeurs Uber Eats. Bon, je dis, moi, aux camarades du RN, je dis, mais vous êtes là à invectiver les étrangers, mais ceux qui vous livrent vos plats sont sans papier. Et je vous le dis clairement. Vous êtes bien content d'aller dire, ah ben j'ai reçu mon plat en 2 minutes, je suis super content. Des personnes qui sont sans protection sociale, qui sont payées 1 à 2 euros la course, qui, aujourd'hui il a plu sur Marseille par exemple, ils vont être à l'extérieur du McDonald's ou du KFC à attendre d'avoir une course sous la pluie et à se balader avec leur scooter de course en course à l'extérieur. Et ce système-là économique, quand nous on parle d'Uberfly, c'est quel rôle a joué Macron dans l'implantation d'Uber en France? C'est que économiquement ce n'est pas tenable en payant des charges correctement, en payant les salariés de façon digne. Ce n'est pas tenable. On a eu le cas pareil pour les chauffeurs Uber aussi, pour les courses tous les jours. Et c'est une vision de la société que nous devons combattre. Maintenant, comment allons-nous mener le combat? Là est la question. Comment se relever après le premier tour des présidentielles? Comment se relever après des législatives où, dans certains départements, nous n'avons pas d'élus? Comment se relever après que des personnes ont voté pour l'extrême droite et nous avons 89 députés à l'Assemblée nationale et des personnes ont des discours de bistrot comme s'ils étaient à la maison. On parle de 234 personnes qui sont en mer depuis 13 jours et on nous répond retour en Afrique de façon totalement normale. Et ensuite, pour aller sur le plateau télé et dire c'était au pluriel, c'était au singulier, je parle du bateau, je parle pas du... J'ai entière conviction que l'extrême droite est minoritaire en France. La France n'a pas oublié son histoire. Et au contraire, la France sera au rendez-vous de l'histoire. Et pour ce rendez-vous-là, c'est des personnes comme vous qui seront au rendez-vous de l'histoire. Et la France a ce devoir de se lever au travers de ses élus ou ses futurs élus. Je ne sais pas s'il y a des élus ici municipaux, mais on peut voir des élus locaux, on peut voir des conseils départementaux, des militants engagés ou des futurs élus. Moi, j'ai entière conviction que mon combat politique ne s'arrêtera pas demain ou après-demain ou à l'issue de mon mandat. J'irai au bout du combat politique. J'ai l'entière conviction que la France a un rôle à jouer. Et si nous ne sommes pas au rendez-vous de ces enjeux-là,
c'est un monde qui va disparaître. C'est des populations qui vont être dévastées. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de façon de faire. Et ça passe par le politique. On peut s'en éloigner, on dire, bon, la politique, on n'y croit plus, c'est tous pareil, c'est tous les mêmes. Eh ben non. Eh ben non. Quand on tourne la tête, eux, ils avancent. Et ils dévastent tout. Et il y a des questions humaines derrière tout ça. Nous ne pouvons pas laisser la Camargue disparaître. D'ici à 2030, d'ici à 2040, d'ici à 2100. Et encore une fois, le rapport du GIEC parle de 2100. Mais avec Macron au volant de la France, tout ceci peut s'accélérer. Et ces personnes qui ont des vies ici, qu'est-ce qu'on en fait? Vous allez vous déplacer? Où? Aujourd'hui. Si chacun se tourne le dos, chaque région dit bah non, on ne veut pas maintenant des habitants de la Camargue, ils restent dans leurs problèmes. Ensuite ça va être en Gironde, ça va être en Bretagne, ça va être à Montpellier. On va tous se retrouver au centre de la France, on va dire bon voilà maintenant on va laisser tous ces espaces de vie que nous avons connus, laisser aux questions climatiques, parce que trop d'inondations. Et ensuite c'est quoi? Les assurances qui vont dire ben, on ne vous couvre plus. On va crouler sur les dossiers d'assurance pour dire ben, je veux un dédommagement par rapport à telle inondation. Et on les connaît les assurances. Dès lors où elles doivent répondre à leurs besoins, ils vont trouver la virgule pour ne pas aider. Ils vont trouver le point pour laisser les habitants de la Camargue en difficulté. Donc je ne serai pas plus long et je répondrai avec plaisir à vos questions. Et je vous remercie pour cette attention et pour votre présence ce soir. Merci.